Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir, Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, au nom de l'équipe de Finaltis, ici en direct sur les Champs-Élysées où le jour commence déjà à tomber. Nous sommes le 16 novembre 2021 et nous allons parler de marché financier, nous allons parler de voitures électriques, de voitures autonomes et de nombreuses autres choses. Commençons tout de suite cette présentation mensuelle de gestion patrimoniale en action. Très traditionnellement, donc l'avertissement que nous connaissons tous par cœur, donc on peut maintenant passer cette page et parler de performance. Donc, au cours du mois d'octobre, quelles ont été les performances? Les marchés d'actions se sont appréciés, nos fonds ont bien réagi sur cette période et ont fait plus que capter ces hausses. En l'occurrence, Finaltis Titan, notre fonds d'actions flexible mondial de croissance résiliente, d'investissement sur les valeurs de croissance résiliente, affiche une performance sur les 12 derniers mois à fin octobre de plus de 25%. De plus 25%. Depuis le début de l'année 2021, on est à plus 12,6% et sur le mois d'octobre à plus 4,1%. Notre fonds Digital Leader, qui se concentre sur les valeurs captant la surcroissance digitale dans le monde, a un très beau parcours, puisque sur le mois d'octobre, on est à presque 8% de hausse, ce qui porte la performance depuis le début de l'année 2021 à 22,8% et la performance sur les 12 derniers mois à près de 31%. Si on fait un flash plus récent, et en l'occurrence, on arrête les performances à vendredi dernier, donc au 12 novembre. Le mois de novembre a très bien commencé pour les deux fonds, puisque les deux fonds, en l'occurrence Finaltis Titan et Finaltis Digital Leader, ont fait une performance similaire de près de 2% de hausse, 1,9% précisément, ce qui porte la performance depuis le début de l'année de Finaltis Titan à presque 15% de hausse et celle de Finaltis Digital Leader à plus de 25%, avec des beaux globes de durabilité. Les deux fonds ayant vocation à être SFDR8 dans les semaines qui viennent. On y reviendra. En termes de comparaison avec nos compétiteurs, alors c'est très difficile de se comparer sur les valeurs de la digitalisation. Néanmoins, dans la base de données Cantalis, dans l'allocation flexible monde à laquelle appartient le fonds Finaltis Titan, un fonds investissant donc sur des actions exclusivement et du cash quand puisqu'on n'est pas obligé d'investir, lorsque nous n'avons pas de valeur Titan à un tarif ou un prix des actions qui nous convient, nous ne sommes pas nécessairement pleinement investis. Donc, c'est une allocation flexible action plus cash. Dans cette catégorie, qui compte près de 1300 fonds, il y en a 6 nouveaux qui sont apparus dans la base depuis le mois dernier, eh bien, nous affichons une surperformance par rapport à la catégorie de pratiquement 4,7% de plus depuis le début de l'année 2021. Et sur les 5 dernières années annualisées, arrêté à fin, en l'occurrence là, ce sont des données au 10 novembre dernier, eh bien, nous avons une surperformance annualisée de plus de 3% par rapport à la catégorie. Si on continue, en l'occurrence, et qu'on parle traditionnellement de sujets de géopolitique, vous savez que chez Finaltis, nous sommes des investisseurs en action, des stock pickers en mauvais français, mais nous nous intéressons évidemment à notre environnement, et si nous ne nous en préoccupons pas, c'est notre environnement qui va se préoccuper de nous. Et la géopolitique a une influence considérable sur les marchés financiers, c'est bien évident, il n'existe pas de façon abstraite. Et en matière de géopolitique, on vous a proposé, comme nous l'avions fait il y a quelques mois déjà, de vous parler de géopolitique spatiale. Pourquoi? Parce que non pas parce que Thomas Pesquet vient de rentrer, c'est une très très belle nouvelle et en tant que Français on s'en réjouit. Ce dont on se réjouit moins, c'est qu'en fait cette fameuse station spatiale internationale au sein de laquelle Thomas Pesquet a séjourné pendant les 6 derniers mois, eh bien, arrive en fin de vie et a la vocation, si sa vie n'est pas prorogée et si l'accord des différentes parties qui en sont à l'origine n'est pas lui-même renouvelé, eh bien, la vocation est de démanteler très très prochainement, en l'occurrence l'année prochaine. C'est une station dont le début de la construction date de 1998. Aujourd'hui, elle est habitée depuis le début des années 2000 en permanence et la vocation est de démanteler très prochainement, en l'occurrence en 2024. Alors, si on regarde ces différents jalons de date, on s'aperçoit qu'en fait, en dehors de cette actualité de l'espace habité, l'espace orbital habité, eh bien, les nouvelles proviennent plutôt de Chine, puisque ce sont les Chinois qui sont en train de construire leur propre station spatiale qui s'appelle Tiangong, qui en chinois veut dire palais céleste.
dont le réseau, enfin dont le module principal s'appelle Tianhe, ce qui veut dire en l'occurrence harmonie céleste. Les Chinois adorent tout ce qui est lié à l'harmonie, la paix et tout ce qui s'ensuit. Après, bon, en l'occurrence, cette station, elle, est toute neuve et elle a vocation donc à permettre à des taïkonautes, hein, c'est comme ça qu'on appelle en Chine les astronautes, eh bien, à vivre en orbite autour de la Terre pour donc représenter la Chine dans l'espace. La dernière nouvelle très importante aussi, elle venait également de Chine, c'est que la Chine est la troisième puissance après les Américains, les Chinois. Les Américains, pardon, les Russes. Les Chinois sont la troisième population à avoir commencé à investiguer la prochaine frontière spatiale qui est Mars. Si on regarde ces nouvelles-là, on a l'impression que les États-Unis, notamment, qui sont quand même historiquement une des premières puissances spatiales, sont en train de se retirer. En fait, pas du tout. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est que l'espace est en train de devenir une conquête commerciale et un business. En l'occurrence, aujourd'hui, le marché des lanceurs et le marché des lancements dans l'espace est aujourd'hui trusté par une société privée dont la moitié est détenue par Elon Musk. Encore lui, on en parlera beaucoup aujourd'hui. Et Bruno nous en parlera notamment lorsque nous ferons un point spécial sur Tesla. Eh bien, 51% des lancements l'année dernière sont le fait de SpaceX, société privée qui, en fait, auprès de laquelle la NASA va sous-traiter et commence déjà à sous-traiter en fait ses propres lancements. La dernière valorisation qui est assez récente, le dernier tour de table de funding de cette société, c'est le 8 octobre dernier. On est à $560 par action, ce qui valorise SpaceX et sa filiale, on y reviendra, Starlink, 100 milliards de dollars, ce qui représente un accroissement de valorisation de 33% sur 8 mois, ce qui n'est pas mal. Ça fait de cette société la deuxième licorne la plus valorisée au monde, sachant que la première, c'est ByteDance, la maison mère de TikTok. Et juste avant, en fait, la troisième licorne qui est Stripe. Starlink, justement, c'est d'un point de vue de l'investissement quelque chose qui nous intéresse beaucoup. SpaceX ne sera pas coté en bourse, en tout cas pas dans un avenir proche. La NASA s'y oppose. En revanche, Starlink a une IPO, donc une introduction en bourse, qui est prévue en février prochain. C'est la division Internet de SpaceX. Qu'est-ce que Starlink? En fait, c'est le possesseur et l'animateur de 1740 satellites qui sont d'ores et déjà déployés à basse altitude en orbite géostationnaire basse, donc au-dessus de la Terre, et qui a vocation, ce réseau de satellites a vocation à fournir un accès Internet à très haut débit partout dans le monde. Et si on réalise que l'objectif, en fait, si on prend en compte le fait que l'objectif, c'est 42 000 satellites maillant la Terre, on imagine l'ambition que ce projet porte et la capacité qu'il donnerait, et qu'il donnera, on peut le dire, d'avoir un accès Internet absolument partout dans le monde. Il y a d'ores et déjà 100 000 utilisateurs qui utilisent cet Internet Starlink dans le monde. C'est disponible dans 14 pays, dont pas mal de pays d'Europe, la France comprise. Depuis début de ce mois, c'est implanté en Inde également. Elon Musk, qui est donc le patron de SpaceX, en plus d'être le patron de Tesla, eh bien, estime qu'à terme, Starlink devrait dégager entre 30 et 50 milliards de chiffre d'affaires, ce qui permettra de financer de nombreux projets, notamment son projet essentiel. Vous savez qu'il a comme vision de faire de l'espèce humaine une espèce interplanétaire, eh bien, de coloniser Mars, ce qui a un certain nombre d'intérêts sur lesquels on reviendra probablement un de ces prochains mois. Mais en tout cas, en réalisant ce type d'activité, eh bien, Elon Musk obtiendra les moyens de financer cette colonisation de Mars. Alors, on va être très rapide puisque notre discours n'a pas tellement changé par rapport au mois dernier en matière de macroéconomie. Néanmoins, il me semble important de rappeler les lignes de force de notre scénario macroéconomique. Bruno ? Merci Denis. Donc, notre scénario économique tourne beaucoup autour de l'inflation. Ça fait des mois qu'on vous en parle. Ça envahit les médias désormais. De l'inflation, c'est logique qu'on en ait, puisque on ne va pas revenir sur les différents types de politique monétaire, mais aujourd'hui, nous sommes dans une politique monétaire de type 3 qui est complètement en contravention avec les règlements des banques centrales. Il n'en reste pas moins qu'on a considéré que, vu l'ampleur de la pandémie, il fallait prendre des mesures absolument inédites. Et les mesures inédites dont on parle aujourd'hui, c'est tout simplement un transfert de richesse massif des banques centrales vers les ménages et les entreprises par l'entremise des États.
Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on est dans une option, on va dire, nucléaire d'un point de vue monétaire. C'est tout simplement le département du Trésor qui est en train de fusionner avec la Réserve fédérale. Le message serait sans doute plus clair pour les Américains si on mettait Biden sur les billets de banque. Donc, il y a vraiment un choix de l'inflation qui est fait avec une baisse des taux réels. On va préciser ça juste après. Donc, l'inflation est omniprésente dans les caddies, à la pompe, et aujourd'hui, on est sur des chiffres absolument inédits. Alors là, on fait un focus sur les États-Unis, mais en Europe, c'est à peu près la même chose, hein. Même dans des pays qui ont une allergie bien connue à l'inflation, pour les raisons historiques qu'on connaît tous, comme l'Allemagne, on est sur des chiffres très très hauts, des plus hauts depuis 15 ans. Donc aux États-Unis, au dernier pointage, on est à un plus haut de 30 ans sur l'inflation américaine, et ça commence à se sentir sur le moral des ménages. Donc, dans ce contexte-là, il est très utile de regarder comment, et là on va prêcher un peu pour notre paroisse, comment se comporte la classe d'actifs actions dans des périodes de régime inflationniste élevé. Donc, une étude du CFA Institute nous aide à comprendre, avec une perspective historique assez longue, hein, puisque cette étude démarre en 1947. Elle est limitée au marché américain, mais c'est le marché equity le plus profond du monde. Et on constate que dans des régimes d'inflation élevés, les actions sont à chaque fois le meilleur placement, en tout cas celui qui arrive à dégager, corriger de l'inflation, un rendement réel. Donc, dans des régimes d'inflation de 0 à 5%, le rendement réel des actions a été en moyenne depuis 1947 de 0,9%. Quand l'inflation est beaucoup plus forte, hein, et c'est la phase dans laquelle on est en train d'arriver, entre 5 et 10%, le rendement réel des actions est toujours positif à 0,4%. Et même dans les pics d'inflation au-delà de 10%, on a un rendement réel des actions qui est de 0,1%, alors que bien sûr, les autres classes d'actifs, hein, en particulier les obligations, érodent abondamment le capital des investisseurs. Alors, dans ce contexte, bien entendu, notre discours reste le même, hein. Il ne s'agit pas d'aller acheter n'importe quelle action à n'importe quel prix. La dette a tellement augmenté pendant cette période Covid, que ce soit la dette des États ou la dette des entreprises, qui nous paraît plus que jamais important d'acheter des actions, mais des actions sur lesquelles vous n'allez pas courir de risques liés au bilan, liés à une dette qui deviendrait ingérable. C'est pour ça que notre classe d'actifs de prédilection, ce sont les investment grade equity, donc ces entreprises qui ne délivrent aucun rendement sous l'angle obligataire et qu'il faut acheter de fait par les actions, mais qui en revanche ne vous livrent pas un risque obligataire en plus du risque action quand vous êtes propriétaire de ce type d'entreprise. Et des actions qui ont la capacité de faire passer à leur chiffre d'affaires l'inflation qui se retrouverait sur leur coût. C'est quand même un élément essentiel de protection. Alors, la conclusion de tout ça, elle est toujours la même, hein. On est dans des politiques monétaires de moins en moins conventionnelles. Qui aurait pu penser qu'on allait faire des plans aux États-Unis, notamment, qui consistaient à mettre des dollars directement dans la poche des Américains, à leur envoyer par la poste, et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on rentre dans un monde où la composante inflation de la croissance nominale a vocation à croître, et la composante inflation de la performance des marchés actions va avoir tendance à croître. Donc, n'oubliez pas, quand vous voyez des performances actions époustouflantes, tout de même de retirer l'inflation. Ça nous paraît plus sain de les regarder comme ça que de les regarder en absolu. Et enfin, pour protéger son capital, vous l'avez compris, de l'érosion monétaire qui s'annonce, parce que notre scénario, et selon notre analyse chez Finaltis, le plus difficile en termes d'érosion monétaire est plutôt devant nous que derrière. Il semble raisonnable d'être sur des titres de propriété solides. Donc, avant d'évoquer ce que nous avons fait dans les différents fonds que nous gérons, avec en toile de fond ce scénario macroéconomique, on est encore une fois en mauvais français des stock pickers, mais on se doit d'avoir ce scénario macroéconomique en tête. Et on se doit également, en tout cas dans notre grille de lecture, des facteurs qui expliquent
d'où pourrait provenir demain la croissance, et notamment la surcroissance. On a identifié 6 grandes plateformes technologiques qui, de notre point de vue, évidemment dans les leaders digitaux, mais dans tous les secteurs en réalité, au sein desquels ils sont en train de se diffuser, on a identifié 6 plateformes technologiques qui révolutionnent le monde. Mois après mois, on aime parcourir quelques exemples et illustrer très concrètement avec ce qu'il se passe. Alors, si on prend l'exemple d'une de ces 6 plateformes, qui sont les blockchains, on a tous en tête le fait que les crypto-monnaies, qui nous semble chez Finalty, c'est un bon véhicule de spéculation, pas forcément un bon véhicule de réserve de monnaie, mais en l'occurrence, c'est une technologie qui a vocation à se diffuser de façon très large. Et si on regarde l'étude qui a été produite par cette société spécialisée dans le digital, qui est une étude de mars 2021, donc très récente, les anticipations de croissance sont tout simplement phénoménales, puisqu'on parle d'un marché qui est encore assez petit aujourd'hui, mais au cours de 2021 à 2028, au cours des 7 prochaines années, on anticipe, en tout cas ce cabinet anticipe une taille de marché monétisable, une multiplication de ce marché par 67, avec un marché qui, à l'horizon 2028, serait proche des 500 milliards de dollars. Donc ça, c'est une illustration très concrète de l'exponentialité de la croissance d'une de ces plateformes technologiques. Si on prend un autre exemple, alors un exemple qui est très proche de nous et notamment très proche de nos enfants pour certaines de ces plateformes. En l'occurrence, dans le monde aujourd'hui, il y a à peu près 4,6 milliards d'internautes, donc d'usagers, entre guillemets, d'utilisateurs des réseaux sociaux, 4,6 milliards d'internautes, d'utilisateurs de l'Internet. Qui sont les utilisateurs des réseaux sociaux? Eh bien, vous les avez ici avec la croissance qu'on a connue. Les chiffres tout début 2021 sont ceux que vous avez sous les yeux, avec un leader absolument écrasant, une société qui s'appelle aujourd'hui Meta, elle a été rebaptisée il y a quelques semaines maintenant, et qui regroupe des marques de réseaux sociaux absolument prédominantes que sont Facebook, l'archi-leader, on le voit ici avec près de 3 milliards d'utilisateurs, c'est-à-dire 3 milliards d'internautes qui vont au moins une fois par mois sur Facebook. Bon. Et pas très loin derrière, vous avez deux autres marques, en l'occurrence de ce groupe Meta, que sont WhatsApp et Instagram. Donc, si on somme, on peut évidemment pas, ce sont parfois les mêmes personnes, bien sûr, mais si on regarde donc le footprint en mauvais français, l'empreinte de ce groupe Meta sur les réseaux sociaux, il est tout simplement prédominant. Après, d'autres acteurs sont très importants, comme YouTube, vous le voyez ici, WeChat, TikTok, les Chinois, TikTok et WeChat, les Chinois, virgule, Reddit, Twitter est bien loin derrière Snapchat. On comprend mieux, en l'occurrence, pourquoi, quand on s'appelait Facebook, ça s'appelle aujourd'hui Meta, on veut être en avance, on est l'archi-leader aujourd'hui, mais comment continuer à être le leader demain? Eh bien, en inventant l'Internet de demain. Et l'Internet de demain, on le nomme métaverse. On verra que ce n'est pas une idée récente, mais qu'en l'occurrence, on peut se poser la question de ce qu'est le métaverse par rapport à ce qu'est l'Internet. Eh bien, d'une façon extrêmement simple, qu'est-ce qu'est un métaverse? Eh bien, c'est être dans l'Internet, non plus sur Internet. Vous n'irez plus sur Internet, mais Internet sera tout autour de vous, et en l'occurrence, une réalité virtuelle à laquelle vous accéderez, une réalité virtuelle et augmentée, complétera votre réalité, si je puis dire, réelle. Les estimations de Morgan Stanley, dans une étude qui date du début du mois de novembre, donc toute récente, de ce mois, estiment la taille de ce marché de la réalité virtuelle et augmentée, en tout cas la taille du marché hardware, la fourniture de ce qui permettra à cette réalité virtuelle d'exister, à 60 milliards de dollars à l'horizon 2030, 250 milliards de dollars à l'horizon 2040, ça ne paraît pas tant que ça, parce qu'il ne s'agit que du hardware. Pourquoi? Parce que cette réalité virtuelle et augmentée, eh bien, à travers toutes les applications qu'elle va permettre, les nouvelles applications qu'on commence seulement à entrevoir, on est face à un marché adressable qui est juste extraordinairement important. Si on pense à la prolongation que cela peut apporter au marché réel en matière de consommation, on parle d'un marché de 8 000 milliards de dollars. On parle d'un marché adressable rien que sur la consommation de 8 000 milliards de dollars aux États-Unis seulement. Donc, on parle d'un marché qui est le prolongement de la réalité et son extension exponentielle. Si on parle aujourd'hui de métaverse, ce n'est pas une idée totalement nouvelle. Alors bon, en forme de clin d'œil, il y a eu un film qui n'a pas eu un énorme succès ni aux États-Unis ni en Europe, mais on voit cette tête de Bruce Willis qui était déjà chauve en 2009 et qui était le héros d'un film qui s'appelait en anglais Surrogates et que nous avions traduit en français sur nos écrans par Clone. Et on voyait effectivement ce héros vivre ses vies
à la fois dans l'univers réel et l'univers virtuel, et prolonger sa force, entre guillemets, et la décupler. On en reparlera, Bruno aura l'occasion d'en parler, car c'est en train d'arriver, avec des robots qui sont en fait des avatars qui l'animent à travers justement les multiples métaverses auxquels il avait accès. Donc ça date de 2009. Et puis en 2014, dans l'univers qu'est le nôtre, c'est-à-dire l'univers d'investissement, on se souvient tous de cette photo qui avait fait sourire et dans certains cas moquer Mark Zuckerberg, cette photo où il n'était pas déguisé en fourmi ou en monstre étrange. Ce n'est pas non plus des lunettes pour aller faire du ski, c'est donc un casque de réalité virtuelle, puisque Facebook, en 2014 déjà, avait racheté un fabricant dont ils pensaient qu'ils avaient une avance en matière de réalité virtuelle, fabricant des casques, ça s'appelait Oculus. Et on trouve aujourd'hui, pas un aboutissement, mais une suite à cet achat dans les déclarations qu'ont faites il y a 2 semaines les dirigeants du groupe Meta. On va rentrer dans un univers, on va rentrer dans l'Internet, après avoir été sur Internet. En tout cas, c'est la promesse qu'ils nous font. Alors, les utilisations sont multiples. On donne ici, mais on aurait pu donner énormément d'exemples, parce que, en fait, ce que va permettre les métaverses ou le métaverse, c'est d'accroître, de démultiplier dans des proportions qu'on a encore peine à concevoir, une expérience. Et on sait tous qu'aujourd'hui, le luxe ultime, c'est l'expérientiel. Donc, cette société Meta, dont vous voyez le logo en haut à gauche, veut être le leader de cet expérientiel de la réalité virtuelle. On y reviendra. Tesla, ça veut être le leader de l'intelligence artificielle dans le monde réel. Là, on est dans l'intelligence artificielle du monde virtuel. Et ce ne sont pas les seuls à en bénéficier. Évidemment, ceux qui vont fournir l'infrastructure qui va permettre de créer ce métaverse, dont la puissance de calcul est phénoménale. Vous imaginez qu'à chaque fois que vous allez bouger la tête, un monde 3D va bouger. Pour s'adapter à votre regard, il faut une puissance de calcul phénoménale. On pense bien entendu à l'archi-leader des puces graphiques qu'est NVIDIA, dans le parcours boursier, on en parlera tout à l'heure, est absolument phénoménal, mais ça n'est à notre sens qu'un début. On pense évidemment, dans l'univers des gamers, c'est évidemment l'intuition qu'on a tout de suite, à une bonanza potentielle. Et donc, on a cité quelques noms, Activision Blizzard, et dans ce cadre-là, Tencent, qui est propriétaire de 2 des plus grands éditeurs de jeux vidéo massifs au monde, devrait en bénéficier, ou Ubisoft encore, mais c'est bien plus large que ça. Et en fait, c'est susceptible à terme de révolutionner, en le prolongeant ou en le disruptant, la totalité de notre univers réel, pour le meilleur, et certains diraient, dans certains cas, pas forcément pour le meilleur, pourquoi pas pour le pire. Et ça reste encore à inventer. En tout cas, les perspectives sont absolument fabuleuses. Alors, revenons à des choses extrêmement concrètes. Passons à la gestion de nos fonds. D'abord, Finaltis Titan, et puis nous parlerons de Finaltis Digital Leader. Bruno, qu'avons-nous fait le mois passé dans Finaltis Titan? Alors, Finaltis Titan, c'est notre fonds patrimonial en action, flexible, prudent, le plus prudent qu'on puisse être en action. Et ça se voit avec ce premier graphique, ce premier camembert qui montre que le fonds est concentré sur des sociétés qui ont une très bonne notation sous l'angle crédit. Alors, je précise quand même qu'il y a 2 WB, donc double B, ce n'est pas du high yield, et ces 2 WB sont bien identifiés et sont là parce qu'on pense que les agences de rating ont un lag très important, elles réagissent très doucement. Vous savez qu'Enron avait été investment grade la veille de sa faillite, et il se trouve que 2 sociétés qui mériteraient amplement d'être investment grade, et même dans les bons investment grade, avec mieux que du triple B, sont Netflix et Tesla. Tesla, on va en reparler, mais avec 1000 milliards de market cap et 7 milliards de dettes, vous imaginez qu'il ne faudrait pas lever beaucoup d'equity pour rembourser la totalité de la dette de Tesla. Donc, cette société n'a rien à faire en high yield. Notre exposition aux actions a baissé. On a légèrement augmenté notre allocation sur les options. Il faut dire que la volatilité est très basse et pour acheter des crash puts, donc faire de l'assurance de portefeuille,
et non pas de la couverture, c'est-à-dire se couvrir contre des risques très violents et très rapides. Le contexte est assez intéressant. Mais notre exposition a baissé essentiellement parce qu'on a vendu des titres qu'on n'a pas forcément remplacés par d'autres. Donc, on a perdu sur la période, depuis notre dernier comité qui était mi-octobre, on a enlevé à peu près 15 points d'exposition. On se retrouve aujourd'hui autour de 70% d'exposition. Sur la période, le fonds s'est bien comporté, comme l'a dit Denis. Donc, un très gros contributeur a été Tesla, même si Tesla n'est pas, comme vous pouvez le voir, dans le top 10 des positions. Le titre a tellement monté qu'il est en revanche de très loin le premier contributeur sur le mois qui vient de passer. Les mines d'or, on en reparlera, on fait un très très beau parcours aussi. Microsoft, Pfizer qui nous annonce un antiviral avec des résultats, semble-t-il, très très encourageants après une première annonce qui avait été faite par Merck. Mais bon, Pfizer a, je dirais, un pouvoir sur le marché qui pourrait faire que cet antiviral soit diffusé très rapidement et très massivement et qui viendrait complémenter les vaccins. Donc Pfizer a très bien réagi sur cette nouvelle. Air Product aussi, le cousin américain d'Air Liquide. Ça a été plus dur sur le paiement. On a une très grosse conviction sur Visa et Mastercard qui sont assez hautes dans nos portefeuilles aujourd'hui. Pourquoi ces sociétés ont déçu? Tout simplement parce qu'il y a plus de marge chez Visa ou Mastercard dans toutes les transactions transfrontalières et que forcément, les gens voyagent moins et donc il y a un peu moins de marge à ce niveau-là. Mais ce sont des très, très beaux supports d'investissement pour des investisseurs qui souhaiteraient jouer la normalisation en tout cas se projeter après la pandémie. Donc, c'est promis, le mois prochain, on changera le logo de Facebook pour mettre le logo de Meta. Voilà, le ticker, c'est toujours FB espace US, mais le nom commercial de la société, c'est Meta, qui a eu un mois un peu difficile, mais compte tenu de tous les développements dont vient de parler Denis sur le métaverse, vous voyez qu'il figure en très bonne place dans Titan, puisqu'on est dans le top 3. Voilà, Unilever et Novartis, mais globalement, c'est un mois où les contributions positives ont été beaucoup plus importantes que les contributions négatives. Voilà, donc le top 10, c'est un mix de digital, comme vous le voyez, de santé, de gaz industriel, d'or. On le retrouve dans la répartition sectorielle, 20% du fonds Finaltis Titan est aujourd'hui investi dans le domaine digital, en tout cas 20% de la poche action, 10% dans le domaine de la santé. On a eu un taux de rotation très élevé, on va en reparler. Donc, depuis notre dernier comité, donc sur un peu plus d'un mois, 38% du portefeuille a tourné. On profite à fond de l'infrastructure Finaltis, à savoir des coûts d'accès au marché qui sont très très bas et bien sûr, pas de commission de mouvement pour nos souscripteurs. Le fonds est toujours très orienté US. Pourquoi? Parce que la puissance bénéficiaire est absolument incroyable aux États-Unis. Le marché n'est pas forcément moins cher, mais on a un flux de bénéfices qui est beaucoup plus puissant. Donc, on est sur un fonds qui est majoritairement investi aux US, mais qui n'est pas majoritairement en dollars, puisqu'il y a uniquement 15% d'expo dollars dans Titan. Le reste est couvert. Alors, on n'a pas voulu détailler l'ensemble quand on ne pouvait pas détailler tous les mouvements, il y en a eu trop. Alors, quand vous retrouvez parfois les mêmes noms dans la colonne achat et dans la colonne vente, ce n'est pas une erreur, c'est tout simplement notre style d'investissement. On est très actif uniquement sur des très belles sociétés. Il se trouve qu'on avait fait un call assez fort. On avait vraiment dit qu'à 360 €, il fallait acheter du L'Oréal. Il se trouve qu'avec l'aide du marché aussi, L'Oréal a très fortement rebondi. Donc, on a revendu nos L'Oréal qu'on trouvait un peu cher. Même chose avec Nextera. Voilà, donc un mois très, très actif. On a trouvé des beaux axes de trading, toujours sans sacrifier la qualité des titres sur lesquels on opère. Alors, un point sur Tesla, non pas parce que c'est l'achat du mois. Vous voyez que l'achat de Tesla sur Titan, c'était le 18 mai dernier, autour de 572 $.
Il se trouve qu'on a pu, dans cette période-là, commencer à s'intéresser à Tesla. Pourquoi? Parce que le bilan de la société s'est amélioré. Vous savez que Tesla a gagné pendant quelques années. Les seuls bénéfices que la société faisait, c'est en vendant du crédit carbone à ses concurrents. Aujourd'hui, Tesla non seulement gagne de l'argent avec les voitures, le crédit carbone est marginal, hein, autour de 2-3%, ça va baisser très vite, d'autant que les autres constructeurs font de plus en plus de voitures électriques, donc auront moins besoin d'acheter du crédit CO2 à Tesla. Et c'est une société surtout qui est passée très violemment d'une situation de free cash flow négatif, donc où elle devait en permanence aller chercher du capital pour ne serait-ce que payer ses salariés, ce qui n'est pas une situation qu'on aime beaucoup. Et au moment où Tesla est passé free cash flow positif, au moment où le compte de résultat s'est incroyablement amélioré, le titre a quasiment divisé par 2. Voilà, c'était une très très belle occasion de rentrer sur ce titre, qui aujourd'hui est une société qui pèse plus de 1000 milliards. Le premier actionnaire, vous en avez sans doute entendu parler, il s'appelle Elon Musk. Le deuxième, il est très connu aussi. Tout le monde ne sait pas qu'il est au capital de Tesla. C'est un très bon copain d'Elon Musk qui s'appelle Larry Ellison, le fondateur d'Oracle. Donc 1,5%, ce n'est pas beaucoup, sauf que sur une société qui pèse 1000 milliards, ça fait quand même 15 milliards. Donc voilà, c'est un actionnaire très fidèle qui a fait confiance à son pote Elon et qui a bien fait de lui faire confiance sur la durée. Donc vous voyez le chiffre d'affaires qui croît très très vite, hein, de manière assez impressionnante. Et donc le métier de Tesla, vous le connaissez, c'est de la vente, essentiellement de la vente de véhicules électriques qui représente 83% du chiffre d'affaires, et le reste, c'est du service. Donc, j'ai volontairement rendu cette slide très, très ennuyeuse. Et la question qui vient immédiatement quand on regarde ces quelques éléments, c'est pourquoi donc Tesla vaut 1000 milliards de dollars en bourse alors que Renault vaut, pour prendre un exemple au hasard, 8 milliards. Donc, on va essayer de répondre rapidement à cette question. Et la question plus précisément, c'est pourquoi Tesla n'est pas un constructeur de voitures électriques comme les autres. Alors, la première raison, c'est que Tesla est le seul constructeur à avoir une capacité à produire des volumes importants de véhicules totalement électriques. Hertz ne s'y est pas trompé, puisqu'ils ont fait une commande de 100 000 véhicules, qui est à peu près 10% de la production de Tesla sur les 14 prochains mois. C'est ça aussi qui a fait accélérer beaucoup le cours de Tesla ces dernières semaines. Donc, produire en masse des véhicules électriques, quand je dirais, on était l'objet, il y a encore 2 ans, de Colibet sur le thème de toute façon, ils n'arriveront jamais à produire en masse. Il se trouve que le métier de base de Elon Musk, qui fait autre chose quand même que des blagues sur Twitter, c'est le design industriel. Hein. Donc, c'est vraiment là-dessus, on pense qu'il y a un très gros avantage compétitif. Et regardez un peu, vous tapez Gigapress sur Google ou dans Yahoo, vous verrez ce dispositif qui est au cœur des 3 gros gigafactories, hein, États-Unis, Chine et Allemagne, qui va bientôt ouvrir, qui permet de faire du coulage sous très haute pression de très grosses parties du véhicule. Pourquoi c'est important? Parce qu'au moment où tous les constructeurs cherchent à robotiser leur chaîne de production, Tesla a déjà un coup d'avance. Eux, ils cherchent à supprimer des robots. Et sur le modèle Y, qui est le dernier modèle de leur gamme, ils ont réussi à supprimer 300 robots, puisqu'ils ont éliminé en fait 370 pièces dont une voiture de ce modèle aurait eu besoin, en permettant en fait de faire une injection très, très, très puissante dans ces machines, dans ces gigapress, pour avoir des gros morceaux de la voiture produits directement. Par ailleurs, et c'est ce qui explique la capacité de Tesla à produire des volumes importants, on est sur un constructeur qui fait une intégration verticale impressionnante. 80% de la production Tesla est intégrée verticalement. Vous savez que l'automobile, c'est toute une chaîne de sous-traitance, hein, des sous-traitants de sous-traitants, donc c'est autant de points de fracture
fragilité pour les constructeurs. Chez Tesla, on aime tout maîtriser en interne. On ne peut pas maîtriser bien sûr la totalité, mais en tout cas, cette obsession de l'intégration verticale, on l'a très bien vu pendant la période de la pandémie. D'abord, Tesla ne s'est jamais inquiété d'avoir des clients, hein, puisque les clients font la queue chez Tesla. Il n'y a pas besoin de faire de pub à la télé. Les voitures se vendent toutes seules et ça leur a donné un très gros avantage. Alors, un point à préciser quand même, allez, si vous en avez l'occasion, sur le site Tesla. Comme sur tous les autres sites de constructeurs, vous pouvez configurer votre voiture. La grosse différence, et là on parle aussi d'intégration verticale, c'est qu'une fois que vous avez configuré avec toutes les options dont vous rêvez la Tesla de vos rêves, on vous dit rentrez votre numéro de carte bleue. Ça n'existe chez aucun constructeur qui en fait va vous orienter vers le concessionnaire le plus proche. Donc Tesla vend ses voitures aujourd'hui sur Internet. Ça aussi, c'est de l'intégration verticale. Alors, la deuxième raison pour laquelle, à notre avis, Tesla n'est pas un constructeur de voitures électriques comme les autres, c'est leur réseau de superchargeurs. Aujourd'hui, Tesla opère plus de 30 000 bornes de recharge dans 3 200 stations de recharge. C'est une infrastructure qui est très dure à valoriser pour un investisseur, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça vaut beaucoup d'argent d'avoir créé un maillage aussi puissant. Alors, vous voyez, c'est très concentré Europe, États-Unis, un petit bout d'Asie, donc il y a encore du travail. Mais aujourd'hui, Tesla peut utiliser sa puissance financière. Une station, ça coûte quand même 300 000 $. Il faut acheter le foncier, quoi. Bon, c'est beaucoup de travaux. Et à chaque fois qu'Elon Musk prend la parole chez Tesla, on sent qu'il a beaucoup de plaisir à dire le nombre de stations qui ont été mises en œuvre la semaine d'avant. Et vous voyez que la courbe est très impressionnante et ça continue à accélérer. Troisième raison qui font de Tesla un constructeur à part, c'est bien sûr la voiture autonome. Donc aujourd'hui, un enfant qui naît cette année ou l'année prochaine, à l'âge adulte, sera sans doute étonné quand ses parents lui diront qu'avant, il y avait des conducteurs dans une voiture. Comme nous, on serait étonné, on est toujours étonné quand on voit des vieux films américains avec des liftiers dans les ascenseurs, dans les grandes tours à New York, qui étaient en charge d'opérer l'ascenseur. Donc, il y a 200 ans, pour se déplacer, il fallait un cheval, une carriole et, quand on avait les moyens, un cocher. 200 ans plus tard, il faudra un moteur électrique, il faudra aussi une carriole, sauf qu'elle sera en alu avec 4 roues, et puis il faudra un logiciel. Donc, c'est vraiment dans cette séquence-là que s'inscrit Tesla. L'autopilote, c'est une vision, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Musk a eu ça en tête au tout début, même quand la technologie ne le permettait pas vraiment. Donc, dès 2013, il dit il y a ça dans les avions, pourquoi il n'y aurait pas ça dans les voitures? Et aujourd'hui, un peu plus de 7 ans, 8 ans après, on diffuse l'autopilote de manière très large, donc surtout aux États-Unis. Après, ça sera essentiellement des problèmes réglementaires pour débloquer l'autopilote. Pour l'anecdote, aux États-Unis, si la Tesla que vous conduisez, alors on est vraiment dans le monde du Big Brother, on aime ou on n'aime pas, mais la Tesla vous note en permanence en fonction de votre comportement de conducteur. Et si vous avez 100 sur 100, vous êtes automatiquement upgradé par la société Tesla sur le système FSD, Full Self-Driving. Alors, ça ne s'arrête pas là. Bien sûr, pour faire du full self-driving et pour exploiter les 8 caméras qui tournent en permanence sur une Tesla, il faut beaucoup de puissance derrière, parce qu'il faut bien avoir en tête que chaque Tesla, aujourd'hui, est un dispositif de recherche et développement qui vient alimenter l'infrastructure de Tesla en termes d'intelligence artificielle. Donc, vous imaginez que quand on commence à être sur des volumes de 1 million de voitures par an, 1 million fois 8 caméras fois des milliers de kilomètres, il faut beaucoup de capacité. Donc, on parle beaucoup d'Elon Musk quand on parle de Tesla. Il y a d'autres personnalités très, très importantes. Andrej Karpathy, qui est un garçon né en 86, qui a fait Stanford, a le titre aujourd'hui de directeur de l'intelligence artificielle
et du logiciel, Head of Vision, quoi, en tout cas, c'est l'homme de référence sur l'IA. Ce qu'ils veulent construire, c'est émuler le cortex visuel humain. Ça va très très loin en fait. Une Tesla, c'est comme un animal qui est capable de percevoir son environnement, de comprendre, d'avoir une logique dans la manière dont la voiture se déplace. Et Andrej et son équipe, bien sûr, ils ont besoin de beaucoup de puissance de calcul. Ils ont besoin de tellement de puissance de calcul qu'une fois encore, rendons hommage à Elon Musk, il a compris très très tôt que Tesla allait avoir besoin de construire son propre supercalculateur. Donc aujourd'hui, Andrej et Ganesh, je vous fais le crédit de prononcer son nom de famille qui est un peu compliqué, est le directeur du hardware autopilote. Et donc, c'est lui qui fournit la puissance à l'équipe Vision pour faire tout ce travail. Et là, en fait, ça se fait autour d'un projet qui s'appelle le Dojo, qui est l'acronyme pour l'ordinateur, le supercomputer qui va faire de l'apprentissage, du deep learning. Ils ont même été jusqu'à concevoir leurs propres microchips pour les besoins de la société. Donc aujourd'hui, Tesla dispose du super ordinateur le plus puissant, non pas pour prévoir le temps qu'il fait, il y en a d'autres plus performants pour ça, mais en tout cas, pour l'apprentissage, les réseaux neuronaux convolutifs, etc., c'est Tesla qui dispose aujourd'hui de la capacité de calcul en hexaflop ou teraflop, je ne sais plus, qui est la plus importante au monde. Et alors, comme si ça ne suffisait pas, et ce n'est pas un poisson d'avril, Tesla va sortir un robot humanoïde doté exactement comme une voiture Tesla de 8 caméras. Ce robot sera, alors comme le dit Elon Musk, il sera inoffensif. Ils font en sorte que ce robot ne soit pas trop fort, il ne pourra pas vous casser le bras. Si vous arrivez à vous déplacer plus vite que 5 km/h, il ne pourra pas vous rattraper. C'est plutôt rassurant. Et il est là essentiellement pour effectuer des tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses. Il faut savoir au passage que Elon Musk ne cache pas son intérêt pour l'Universal Basic Income. Donc, il n'hésite pas à faire des incursions politiques dans le domaine politique. Donc, le Tesla Bot, c'est quelque chose qui va arriver très, très vite en 2022 et qui permet d'asseoir, en fait, c'est l'ambition de la société par rapport à ce que Denis nous disait sur Facebook, qui prend clairement le leadership sur l'IA dans un monde virtuel, le leadership sur l'IA dans un monde réel. C'est Tesla aujourd'hui qui a mis son emprise sur cette partie-là de l'intelligence artificielle. Alors, on a une société qu'on aime beaucoup qui est rentrée dans le portefeuille suite à une baisse assez spectaculaire, comme vous pouvez le voir. Alors, chez Thomas Otterli, chez Schindler, une très belle et grande société suisse, un peu d'avance sur Elon Musk, parce que lui, l'ensemble de ses dispositifs sont à 100% autopilotés. Alors bon, vous allez me dire, c'est un peu de la triche parce que c'est des escalators, des tapis roulants ou des ascenseurs, mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, Schindler se présente comme le spécialiste de la mobilité verticale. Ils font aussi de la mobilité horizontale, oblique. Ils font toutes les mobilités possibles. C'est une société... le business des ascenseurs il y a 4 industriels qui ont la crédibilité aujourd'hui pour vendre ce type de dispositif. Derrière, ils vendent beaucoup de maintenance, il y a beaucoup de visibilité. Alors, pourquoi il y a eu un accident sur Schindler? Tout simplement parce que c'est des sociétés qui ont besoin, qui sont, en l'occurrence, ils sont moins intégrés verticalement que Tesla, donc beaucoup de sous-traitance, beaucoup de ruptures dans les chaînes de sous-traitance, ce qui a empêché finalement la société de délivrer les volumes qu'elle souhaitait délivrer. En revanche, le carnet de commandes est très rassurant, il a fortement augmenté. Donc nous, notre analyse, c'est de dire que c'est un effet ponctuel, one-off comme on dit, et que l'equity story, l'histoire de Schindler ne change pas. Un bilan très solide, un management excellent, des très belles perspectives, des barrières à l'entrée, un modèle un peu à la Nespresso, on vend l'ascenseur et puis derrière on vend la maintenance qui va avec.
Voilà, donc pour nous, c'est une occasion de rentrer sur ce titre et c'est ce qu'on a fait, une belle ligne autour de 240 Suisses. Alors, on a fait un focus sur Tesla, un focus sur Schindler. Il y a eu beaucoup d'autres mouvements, Bruno l'a dit, dans Titan. Pas seulement ces deux-là, mais on a souhaité vous faire un focus spécifique sur ces deux-là seulement. Bon, on est bien sûr à votre disposition pour répondre à votre question sur les autres évolutions. Alors, passons maintenant au fonds 100% digital, donc plus précisément au fonds qui investit à 100% dans les valeurs qui bénéficient de la tendance très forte de digitalisation du monde, avec une performance de près de 8% sur le mois d'octobre et une annualisation sur les 3 dernières années de pratiquement 24%. Tous les thèmes du digital sont abordés dans Finatis Digital Leader. Qu'avons-nous fait le mois passé? Alors, comme vous pouvez le voir, c'est du 100% digital au niveau des, comme son nom l'indique, au niveau des contributions à la hausse, à la baisse. Là aussi, on retrouve quelques soucis dans le paiement. Donc, sur les 5 performances, contre-performances du mois, on a 4 sociétés dans le paiement, Worldline, PayPal, Visa et Mastercard. En revanche, le thème de la puissance de calcul, des métaverses au travers de Nvidia. Donc, Meta est un peu en repli, mais c'est un titre qui est très, très haut dans Finatis Titan, dans Finatis Digital Leader, parce qu'on croit beaucoup à cette nouvelle histoire autour du métaverse. Voilà, une contribution déterminante de Tesla aussi. Donc, vous voyez que le top 10, il y a bien sûr du GAFAM, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup la thématique semi-conducteur. Et il y a un titre qu'on aime beaucoup, qui nous a beaucoup aidé ces derniers temps, qui est Charles Schwab, qui est le leader américain du brokerage online. Par opposition à Robinhood, Charles Schwab, c'est du brokerage online chic pour les wealth affluent, comme on dit. Donc, c'est un broker online qui en fait, s'est tourné de plus en plus vers la gestion de fortune. Alors, parfois, on a des réactions un peu bizarres sur Charles Schwab. On nous dit, mais qu'est-ce que vous faites là-dessus? Est-ce que vous ne prenez pas trop de risques? Et généralement, quand on explique que c'est 3 fois la taille de la BNP, ça se passe un peu mieux. En termes de thèmes, vous voyez qu'on est assez diversifié, même si on est 100% digital, on est 100% diversifié en termes de secteurs et de sous-secteurs, et on fait attention notamment sur la part logiciel cloud, de ne pas dépasser les 30%. Alors, rapidement sur les valeurs, donc Nvidia, on en a parlé, on a eu un peu de chance pour tout vous dire, puisqu'on a acheté du Nvidia juste avant cette envolée. Bon, le cours nous paraissait très attractif, on a fait notre travail d'analyse classique. Il se trouve que Nvidia, paradoxalement, Nvidia a beaucoup plus profité que Facebook, donc Meta, de l'annonce du métaverse. Pourquoi? Parce que la société à laquelle on pense sur la puissance de calcul et notamment dans ce nouveau paradigme qui consistera à être dans Internet plutôt que sur Internet, c'est bien sûr Nvidia. Alors, il faut avoir en tête qu'avec la hausse récente du cours, on a un nouveau géant qui émerge. Aujourd'hui, Nvidia, c'est plus gros que Berkshire Hathaway, c'est plus gros que JP Morgan, c'est plus gros que Johnson & Johnson. C'est juste derrière Meta en termes de poids. Donc, c'est un succès absolument faramineux. Et aujourd'hui, pour l'instant, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait freiner cet appétit pour les semis. Donc, Nvidia est une société fabless. Il travaille beaucoup en collaboration avec TSMC, bien sûr, le fondeur taïwanais. Mais en tout cas, la structure de leur puce est absolument indispensable à peu près pour toutes les sociétés aujourd'hui. Et un mot sur PayPal. Alors, si vous voulez être investisseur, c'est être un peu contrariant aussi de temps en temps. Donc, en ce moment, PayPal n'a pas la cote. Vous voyez que le titre a quand même perdu quasiment $100. Le news flow a été un peu difficile. Rumeur de rachat de Pinterest, ça n'a pas du tout plu au marché. Finalement, ça ne se fait pas. Derrière, le contrat historique avec eBay. PayPal a toujours été le fournisseur de référence d'eBay. Et puis là, les liens se distendent quelque peu. Alors, dans ces moments-là, il faut revenir à la base, à la source. C'est quoi l'histoire de PayPal? C'est une histoire de créer une communauté d'utilisateurs autour d'un service.
Cette communauté croît de manière très, très vite. Le Covid leur a fait gagner sans doute plusieurs années, on ne saura jamais vraiment, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a 400 millions de personnes qui utilisent régulièrement PayPal. Ce qu'on constate, c'est que le taux d'engagement, c'est-à-dire la fréquence avec laquelle ces utilisateurs utilisent le service augmente. On est à peu près entre 40 et 45 fois par an. Donc, c'est une société, là aussi, d'une très belle taille. Mais comme beaucoup de grands leaders technologiques, en fait, on a de la croissance de start-up sur une société qui pèse 250 milliards en bourse. Donc, pour nous, là aussi, un peu à l'image de Schindler, sont des effets one-off, des effets ponctuels. L'histoire à long terme de PayPal ne change pas et on ne voit pas pourquoi, même si on sort de la pandémie, ce qu'on souhaite tous le plus rapidement possible, les comportements qui ont été adoptés par les consommateurs pendant cette période resteront dans le temps. C'est ce qu'on appelle chez Finaltis l'effet cliquet du digital. À chaque fois que les gens adoptent des modes de vie plus digitaux, on voit que généralement, ça ne revient pas en arrière. Alors, dans le monde digital, il y a un grand parrain historique, aujourd'hui décédé, Steve Jobs. Dans ses keynotes Apple, il avait coutume de donner une information nouvelle à la toute fin de ses keynotes. Et en général, ça commençait par ce début de phrase « One more thing ». Et il sortait la dernière innovation, soit le dernier iPad, le dernier iPhone, etc. Alors, on est évidemment, ni Bruno ni moi ne sommes Steve Jobs, néanmoins, on a, et ce n'est pas tous les mois qu'on en a, donc on va le faire ce mois-ci, on a une information intéressante à partager avec vous. Et en l'occurrence, on en a parlé brièvement le mois dernier, mais depuis décembre de l'année dernière, alors que dans les mandats que nous gérons et dans les positions, certaines positions de Finaltis Titan, il n'y a pas énormément de minières qui sont des valeurs titanesques, mais on l'a vu, c'est des gros contributeurs, par exemple, récemment dans nos portefeuilles. Eh bien, on a un intérêt, avec le scénario qu'on vous a décrit lié à l'inflation, on a un intérêt, ce n'est pas une surprise, pour les actions. On est des investisseurs en actions chez Finaltis, de minières aurifères. Et il se trouve que depuis décembre l'année dernière, on discutait avec la plus ancienne banque suisse, qui avait un fonds depuis 2004 de minières aurifères. Et il se trouve que dans le rachat de cette banque suisse par un nouvel actionnaire, eh bien, cette gestion, ce compartiment spécialisé sur les minières aurifères, perdait son gérant. Et nous avons candidaté, et nous avons été retenus pour devenir gérant de ce compartiment de SICAV de minières aurifères, qui s'appelle encore aujourd'hui Landolt, la banque, donc le nom de la banque suisse dont nous parlions, Investment, compartiment Gold. À terme, ce compartiment sera rebaptisé quand il sera transféré dans notre SICAV luxembourgeoise, cette SICAV qui s'appelle Finaltis Funds, qui est la même SICAV que dans lequel nous gérons le compartiment Digital Leader. Eh bien, il y aura un deuxième compartiment qui s'appellera Gold. Et depuis le 8 novembre, donc non pas hier, mais la semaine dernière, lundi dernier, nous gérons ce compartiment qui compte 23 millions de dollars d'ores et déjà, et que nous cherchons à faire croître. Voilà. Alors, si on regarde très très rapidement, et je ne passerai pas trop de temps sur cette gestion, alors en commençant par alors ce qui n'est pas vraiment une boutade en fait, ce qui est une affirmation très claire du premier banquier central véritable des États-Unis avant qu'on crée la Fed, John Pierpont Morgan, donc JP Morgan, qui était le banquier le plus important et qui a évité nombreuses fois la faillite systémique aux États-Unis du système bancaire. Et bien pour lui, l'argent, la seule argent, sans mauvais jeu de mots, le seul argent, c'est l'or. Tout le reste, c'est du crédit. Voilà. En l'occurrence, les banques émettent des billets, la Banque centrale émet des billets, et tout ça, ça repose sur la confiance dans un gouvernement, et on sait tous que le gouvernement, c'est dirigé par des hommes politiques, qui sont certes louables, mais qui, en l'occurrence, font des promesses, et ces promesses ne sont pas toujours tenues. Donc, la seule chose qui est, entre guillemets, une valeur, c'est l'or. Le reste, c'est du crédit. Alors, si on regarde ce qui se passe, pourquoi est-ce que nous sommes intéressés par les actions des minières aurifères, des minières extrayant de l'or, eh bien, et pourquoi il y en a dans Finaltis Titan, et cela depuis un certain temps maintenant, eh bien parce que ce que certains appellent la relique barbare, c'est un actif de réserve et c'est un actif de protection contre l'inflation. On voit ici, en l'occurrence, le CPI, donc l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, et on a mis en regard sur deux échelles, échelle de gauche, échelle de droite, donc le CPI courbe bleue et le Van Eck Gold Miners, qui est
un mauvais, mais un indice quand même des mines d'or, un mauvais parce que pondéré par les capitalisations, donc complètement lardé d'un biais du survivant extrêmement dangereux d'un point de vue quantitatif. Mais à défaut de mieux, voici l'indice, un des indices prépondérants sur les mines d'or. Et on voit qu'il y a clairement, en principe historiquement, on voit sur une période un comportement d'une grande similitude entre, on ne parle pas d'une corrélation, ce n'est pas totalement corrélé, mais un rapport assez évident entre l'inflation à la consommation, des prix à la consommation, et l'indice des mines d'or. Et il se trouve que récemment, eh bien, on observe un écart. On a l'inflation, le CPI qui monte, et on a pour l'instant la valorisation de ces mines d'or, dont on va voir que pourtant, en tant qu'entreprise, elles sont très bien gérées. Eh bien, la valorisation, en l'occurrence le cours plus précisément, et l'agrégation de ces cours dans cet indice n'a pas suivi. Alors, c'est une première raison, à notre avis. Ça n'est pas la seule, on vous en cite deux autres. On est extrêmement surpris chez Finaltis, et Bruno et moi, on parle tout le temps, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'historiquement, on a une explosion du bilan des banques centrales. Là, on vous a mis le bilan de la Fed, qui a considérablement grossi. On voit rapporté en base 100. On voit qu'effectivement, rapporté en base 100, il y a quand même un lien assez net entre la taille du bilan de la Fed et le cours de l'or. En tout cas, ça a été vrai jusqu'à récemment. Et aujourd'hui, ce n'est plus vrai. C'est-à-dire que depuis le pic de la valorisation de l'once d'or, qui était le 6 août 2020, donc il y a 15 mois maintenant, qui était un peu plus de $2000 l'once, on a connu une explosion, et c'était assez logique que l'or se valorise, puisque le bilan de la Fed venait de croître considérablement, même d'exploser à la hausse. Eh bien, il a continué à croître, ce bilan. On parle certes de tapering aujourd'hui, mais en fait, on parle de décélération dans la croissance du bilan. Donc, il continue à croître, ce bilan, sur la dérivée seconde. On est toujours dans une logique de croissance. Donc, on imprime du billet. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai à peu près partout dans le monde. Mais on a l'once d'or qui, elle, ne croît pas. Au contraire, elle décroît. Alors, il y a eu une très légère remontée. On est à 1875 $ l'once aujourd'hui. Mais c'est une très légère remontée et qui est sans commune mesure avec ces bilans des banques centrales. Et ça nous interpelle quand même. Il y a une troisième raison, enfin, c'est que d'un strict point de vue boursier, vous avez la courbe bleue, c'est le MSCI World, dividende net réinvesti, donc les grandes valeurs mondiales. Et nous avons fait figurer sur cette même échelle, donc ce toujours, certes très mauvais indice, mais market cap weighted, des minières aurifères dans le monde. Et on voit que il y a une très jolie aile de papillon qui se forme là depuis, on va dire, ce point haut, donc le 6 août 2020, qui coïncide d'ailleurs, ce pic, avec le pic de la valeur de l'once d'or. Donc on a tous en tête qu'une minière aurifère, c'est une entreprise qui extrait de l'or. Ce n'est pas forcément directement indexé à l'once d'or. Néanmoins, quand il y a un pic sur l'once d'or, ça se voit sur les valorisations de ces sociétés. Pourquoi ? Parce que leur chiffre d'affaires augmente assez mécaniquement. Donc il y a quand même un lien. Il n'est pas direct, pas une corrélation de 1, mais il y a un lien très fort. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans un monde où on a tous en tête que les marchés actions ont quand même significativement monté, cette courbe bleue est quand même significativement haussière, eh bien, les minières aurifères, qui sont, on l'insiste et on en reparlera ultérieurement, sont des valeurs qui sont de mieux en mieux gérées. Eh bien, d'un point de vue boursier, elles sont juste déprimantes. Donc là aussi, de notre point de vue, d'un strict point de vue de l'investissement, si on regarde ces entreprises et ce secteur des minières aurifères, c'est quand même très surprenant qu'on soit face à des entreprises bien gérées, en tout cas en moyenne bien gérées, sur quelque chose qui est poussé à la hausse en principe par l'inflation pour ses valeurs intrinsèques et qui ne monte pas à ce jour. Donc, ça fait quand même trois raisons qui nous interpellaient. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on veut faire très brièvement chez Finaltis en 4 points dans cette troisième gestion patrimoniale en action qui va s'appeler Finaltis Gold? Eh bien, on est des investisseurs chez Finaltis. Donc, pour reprendre l'image de la ruée vers l'or, puisqu'on parle d'extraction minière, nous, notre métier, c'est d'être plutôt des vendeurs de pelles. On est des investisseurs, on veut de la récurrence, on veut des choses qui soient prévisibles. On n'est pas des chercheurs d'or, on ne cherche pas des pépites. On n'est pas des spéculateurs, entre guillemets. Donc, on ne s'intéresse pas tellement aux petites minières, on ne s'intéresse certainement pas aux titres qui lèvent de l'argent pour aller chercher de l'or. Donc, on va plutôt aller chercher des entreprises très établies, bien gérées, avec un bilan solide et qui ont, en d'autres termes, un profil patrimonial. Donc, on va s'exposer aux minières aurifères dans une optique d'appréciation du capital réel. C'est exactement ce que nous voulons faire. Donc, on va avoir un biais
plutôt large cap dans cet univers des minières aurifères, et on va chercher des bonnes entreprises qui sont bien gérées financièrement et bien gérées extra-financièrement. Notre objectif au cours de l'année 2022, lorsque la CCSF nous aura agréé en tant que tel, c'est d'être SFDR 8, donc d'intégrer des critères extra-financiers dans ce secteur qui n'est clairement pas réputé pour, en matière extra-financière, être particulièrement rigoureux. Et on va investir d'un strict point de vue financier sur des actions qui seront liquides. Donc, on va exclure les valeurs les plus petites. À la fin de la journée, ce que nous cherchons à obtenir, c'est une réduction des risques spécifiques pour qu'à la fin, dans le portefeuille, tous ces risques spécifiques, quelle qu'en soit la nature, financière, extra-financière, risque de liquidité, eh bien, permettent, grâce à un portefeuille construit avec une diversification raisonnée, de réduire le risque matérialisé par des chocs à la baisse. Il y en aura encore, on est dans un secteur qui est quand même très prompt à la volatilité d'une part, risque moyen, et à des chocs d'autre part. Il y en aura, mais notre mission avec notre approche, c'est d'essayer de réduire ces risques. Et enfin, si on regarde plus spécifiquement le portefeuille tel qu'il sera, on aura 30 à 35, en l'occurrence entreprises de minières aurifères. On s'autorise des incursions dans d'autres, dans des entreprises leaders sur d'autres métaux précieux, que sont le palladium, le platine et l'argent, mais ce sont extrêmement centralement des minières aurifères que nous aurons, en l'occurrence le portefeuille cible qui est en cours de mise en œuvre dans la gestion est en cours de mise en œuvre, eh bien c'est 32 minières aurifères. Position unitaire entre 1 à 5% maximum. On est très attaché chez Finaltis à éviter de mettre trop de poids sur certains titres afin de réduire encore une fois le risque spécifique, et on éliminera de toute façon, bien entendu, les market cap les trop petites, mais on éliminera également, pour des raisons financières ou extra-financières, tous les titres qui ont des notes dont on estime chez Finaltis que leur comportement extra-financier n'est pas conforme, soit parce qu'elles interviennent dans des juridictions qui nous paraissent opaques, avec une gouvernance qui nous paraît elle-même assez opaque, ou qu'ils ont des pratiques qui nous paraissent inacceptable ou à améliorer. Tout cela devrait réduire significativement la volatilité historique. Gardons en tête qu'on est dans un secteur où la volatilité est forte. Investir dans les minières aurifères, quel que soit le portefeuille qu'on va construire, si vous regardez les grands fonds de mines aurifères, eh bien, on est sur des volatilités au cours des dernières années, les 3 dernières années, d'à peu près 40% analysées. Ce que nous visons, comme dans toutes nos gestions en gestion patrimoniale en action chez Finaltis, c'est 4 globes de sustainabilité, donc ce qui correspond de notre point de vue à l'intégration de critères d'intégration efficaces et pertinentes, nous semble-t-il, sur le moyen et long terme, de critères extra-financiers à notre gestion, et donc 4 étoiles en termes de couple rendement-risque. Voilà l'ambition que nous avons sur Finaltis Gold. Cette présentation est enregistrée. On a tenté, Bruno et moi, de respecter, je crois que pour une fois nous y sommes parvenus, c'est assez rare, de respecter le créneau d'1 heure. Sachez que donc, cette présentation qui est enregistrée sera postée sur notre site internet en principe dès demain matin, sera postée sur la chaîne YouTube de Finaltis également dès demain matin. Il nous reste Bruno et moi et Alizé, notre réalisatrice aujourd'hui, que nous remercions, et on remercie également la totalité de l'équipe Finaltis, les 12 personnes chez Finaltis qui nous ont aidés à réaliser cette présentation. Nous espérons que vous l'avez appréciée. On ne vous demande pas de mettre un pouce sur cette présentation. N'hésitez pas à exprimer néanmoins votre intérêt pour ce que nous racontons et à nous poser vos questions afin que nous améliorons le mois prochain notre présentation. En l'occurrence, le mois prochain, retrouvons-nous à 16h le 9 décembre pour la prochaine présentation mensuelle. Merci beaucoup. Bonne soirée.